Avril 1953. Claudius Petit est maire de Firminy. Il propose de mettre en place un aménagement de plan directeur et travaille avec une équipe d'architectes à la restructuration du centre-ville traditionnel. Il s'agit de créer un quartier d'habitation d'1 millier de logements environ. Le quartier prendra le nom de Firminy Vert, en opposition à la réputation de noirceur de la ville, marquée par la mine et la métallurgie. Et c'est l'occasion pour Claudius Petit de faire travailler celui qui est son ami, c'est-à-dire Le Corbusier. C'est un carte blanche dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Christian Soleil, grâce auquel j'ai pu lire cet extrait de ce livre, Le Corbusier, l'idée et la matière, de la chaux de fonds à Firminy. Alors, Christian Soleil, bonjour. Bonjour. Ce livre a quelques années maintenant, on en reparle parce qu'on fête le 50e anniversaire de la disparition de Le Corbusier. Il va y avoir énormément de propositions, notamment artistiques, mais pas seulement à Firminy par l'association qui essaye de faire en sorte que les choses, et notamment l'œuvre de Le Corbusier, ne soient pas oubliées. Mais parlons de vous, c'est un carte blanche d'abord à Christian Soleil, écrivain, professeur à l'école des mines, coach, ça fait beaucoup pour un seul homme, ça. Ouais, donc j'ai deux activités principales, disons, qui sont l'une à caractère éminemment professionnel. Je fais du conseil et de la formation en marketing et communication, donc dans différentes écoles d'ingénieurs, de commerce, pour la formation. Et puis je conseille des PME essentiellement le sud-est de la France, Rhône-Alpes, Auvergne, PACA, dans des questions sur des problématiques de stratégie marketing et de communication. Et puis pour me reposer de ce travail épuisant, j'écris dès que je peux. Mais c'est une activité. Disons que je me repose d'un travail sur un autre, et l'écriture est une activité, j'allais dire, de méditation presque. C'est un moment où on pense plus à soi, où on s'oublie et où on peut. C'est quelque part assez reposant, même si ça demande du travail, notamment pour tout ce qui est essai ou biographie, bien sûr. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Le Corbusier, vous aviez déjà commis un petit ouvrage sur lui il y a quelques années, mais même à Firminy, notamment lorsque l'église a été inaugurée, il n'y avait pas énormément de documents sur lui. Donc ça veut dire que vous êtes allé travailler pour les trouver, ces documents. Oui, disons que moi j'avais été frappé à l'époque. Je ne suis pas spécialement un grand admirateur de Le Corbusier. J'avais un intérêt personnel pour ses activités d'architecte, on va dire. Et au moment où a été entreprise la finalisation, il y a une dizaine d'années maintenant, de l'église notamment, qui avait été laissée en plan pendant quelques décennies, je m'étais étonné en feuilletant des monographies sur Le Corbusier, qui française, mais pas seulement, puisque c'est un architecte mondial. Il dépasse construit la France, qui fait des polémiques pays sur lui pour s'occuper, mais ça intéresse quand même que les Français. Il y avait, dans la plupart des monographies, on oubliait le site de Firminy. Alors certes, l'unité d'habitation n'est pas la principale c'est Marseille, il y en a 4 autres. La Cité Radieuse. La Cité Radieuse, voilà. Et en tout, ça fait 5 unités d'habitation. Celle de Firminy est l'une d'elles qui a été faite avec des moyens parfois un peu limités. Donc c'est pas la plus intéressante peut-être. Mais néanmoins, le site de Firminy est le principal site très complet de Le Corbusier, avec le stade, la maison de la culture, etc. Et c'est le second site après Chandigarh en Inde. Et on en parlait très peu. Donc c'est là que j'ai décidé de faire une recherche. Ça n'a pas été très difficile d'ailleurs, je dois dire. Mais vous êtes allé à Paris, vous n'avez pas trouvé grand-chose ici. Ici, non. Il y a aussi, je dirais, la passion parfois rend possessif, et ça m'a été plus facile d'aller trouver des informations à la Fondation Le Corbusier, qui m'a ouvert ses portes et qui m'a ouvert notamment tout ce qui était... la source essentielle pour moi, ça a été la correspondance entre Le Corbusier et Eugène Claudius Petit, le maire de Firminy, qui lui avait commandé ce projet. Et toute cette correspondance se trouvait, et se trouve toujours bien sûr, à la Fondation. Mais la Fondation Le Corbusier a été faite par lui, avant sa mort, pour, j'allais dire, travailler à sa gloire, en tout cas pour prolonger son œuvre, la défendre et la valoriser.
Donc c'est aussi son rôle, bien entendu, d'avoir des portes ouvertes. Et parfois, c'est plus facile d'ouvrir des portes à Paris qu'en province. Alors on va reparler du Corbusier, bien entendu. Évoquons encore quelques instants vos différents intérêts et vos engagements, en quelque sorte. Quel lien quand même entre ce travail d'écrivain, alors d'accord, il vous repose, et puis dites-vous, et puis votre travail d'enseignant et j'appelle ça coach, je ne sais pas si c'est le bon mot, auprès d'entreprises du sud de la France. Quel lien vous faites? Qu'est-ce qui fait que là-dedans, Christian Soleil se retrouve, ou du moins, qu'est-ce que ça dit de vous? C'est une excellente question sur laquelle je ne m'étais pas penché, mais à bientôt 53 ans, il est temps que je commence d'y penser avant la retraite. Je ne suis pas sûr de savoir, mais je dirais que ce qu'il y a peut-être de commun, c'est peut-être une notion de transmission finalement. Puisque alors dans l'écriture, l'écriture est aussi un acte un peu, sinon égoïste, en tout cas centré sur soi. Enfin, c'est un moment, quand on écrit, on pense pas forcément, notamment dans la fiction, on pense pas forcément au lecteur. Enfin, moi personnellement, j'y pense pas tellement. J'écris avant tout des livres pour m'informer. Enfin, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'écriture. Une fois que le livre est fait, il m'intéresse finalement assez peu, toute proportion gardée. Mais oui, je pense que c'est plutôt la notion de transmission finalement, mais c'est quelque chose d'assez c'est parce que vous me demandez que je dis ça, mais si je réfléchis une semaine, j'aurai peut-être d'autres réponses, je reviendrai. Ce qui expliquerait peut-être qu'il y a peut-être plus de livres parmi ceux que vous avez écrits qui sont effectivement des livres de biographie, d'interviews, y compris le dernier sur Virginia Woolf, qui est évidemment une interview posthume, fausse, et pour laquelle vous mettez des réponses tirées de son œuvre. Mais là, on est encore dans la transmission. Tout ça, ça relève de la même chose. Il me semble, d'une certaine manière. Alors, le Corbusier, c'est peut-être moins le cas, mais parce que le Corbusier, c'est plus un ouvrage presque de circonstances, de rencontres. Et voilà, un sujet qui m'intéresse bien sûr néanmoins, sinon j'aurais pas fait un livre. Mais dans le cas de beaucoup des artistes sur lesquels j'ai pu écrire, il s'agissait souvent d'artistes morts, et effectivement, l'aspect posthume est important. Oui, je dirais que j'écris peut-être parfois pour ramener à la vie des gens qui ne sont plus là, d'une certaine manière. Ce n'est pas pensé comme cela, mais oui, il y a sûrement de ça. Pourquoi Virginia Woolf ? Ah, pourquoi Virginia Woolf ? Alors, c'est un sujet sur lequel je me penche depuis longtemps. Virginia Woolf fait vraiment partie des auteurs que j'ai appréciés adolescents. Et en fait, tout ce que je fais, pas le Corbusier, pas certains ouvrages plus de circonstances à caractère plus journalistique, mais la plupart des sujets sur lesquels je me penche sont des sujets des auteurs, des artistes qui m'ont accompagné depuis l'enfance ou l'adolescence, depuis que j'avais 12 ou 15 ans. Virginia Woolf en fait partie. Et j'ai beaucoup travaillé sur Virginia Woolf, sur le cercle auquel elle appartenait, qui était le groupe de Bloomsbury, qui était un groupe très avant-gardiste dans une Angleterre qui était encore très victorienne. Et j'ai été séduit depuis très longtemps et intéressé depuis très longtemps par la démarche du groupe de Bloomsbury qui a beaucoup, entre guillemets, révolutionné l'Angleterre. C'est eux qui ont introduit Freud en Angleterre. Maynard Keynes a été l'économiste qui a permis au monde d'avoir une stabilité financière pendant 30 ans. Et puis c'est fini depuis Nixon 71. Hein. Ouais. Puis on n'a pas fini d'avoir des crises. Voilà, ça me semble un moment fort. Ce groupe de personnes, d'intellectuels et d'artistes me semble avoir construit quelque chose d'assez fort qui laisse encore des traces. Virginia Woolf, c'est aussi... Oui, comme personne, justement, qu'est-ce que vous retiendriez d'elle particulièrement après être un peu rentré dans sa tête ? Oui, moi je suis frappé et pour avoir rencontré aussi des membres de sa famille encore vivants, alors qui maintenant ne le sont plus, mais femme très drôle. Alors je dis ça parce que souvent dans beaucoup de livres on a l'impression que comme elle s'est suicidée, elle était destinée à le faire, que c'était écrit, mais ça me semble pas tout à fait écrit. Elle était certes dépressive, sa famille il y a une biographie par son neveu qui a réussi à convaincre tout le monde, y compris elle-même d'ailleurs. On l'a quand même convaincue qu'elle était complètement folle, alors que je pense que de nos jours elle serait simplement dépressive. Mais bon, je l'ai pas connue directement. Et ce qui est très intéressant, pour moi, c'est sa vision. Sa notion de flux de conscience, sa déconstruction du roman classique, 19e siècle, de structure très bourgeoise,
dans une écriture qui approfondit chaque instant. Et je dirais elle a modernisé l'écriture et eu une influence considérable, de la même manière chez nous que Proust ou avec Joyce, de manière différente bien entendu, mais elle fait partie de ces grands écrivains qui ont un peu fait exploser les choses. Et ça me semble intéressant. Quelques mots encore sur l'écriture. Alors le travail c'est une chose, et l'écriture, les mots qui s'enchaînent pour devenir des phrases et des paragraphes, et puis un livre, une fois que c'est parti, ça coule, ou bien est-ce que c'est plus difficile que ça? Quand il s'agit de livres, d'essais ou de biographies, ça demande évidemment une recherche. Mais je ne fais des recherches que si ça me plaît, finalement, parce que j'ai la chance de pouvoir écrire très librement. J'ai pas besoin de faire des livres sur commande. Et donc, si une fois que je me mets à écrire, oui, ça coule, comme vous dites. Et moi, j'ai jamais de problème de page blanche. En général, j'ai tellement besoin et envie d'écrire que quand je m'assois devant une page blanche, c'est forcément que j'ai quelque chose à écrire. Je ne sais pas si c'est intéressant d'ailleurs, mais voilà, le besoin est là. Et si je n'ai pas envie d'écrire, ou si je n'ai pas d'idée, ou si je n'ai pas de pulsion spontanée, je fais autre chose. Il y a plein de choses dans la vie, effectivement, et je n'ai déjà pas beaucoup de temps de les faire, donc voilà. Eh bien, on va donner maintenant, à travers vous et grâce à vous, la parole au Corbusier et à son œuvre. Vous êtes toujours dans l'émission Carte Blanche sur RCF avec Christian Soleil. On évoque avec vous donc ce livre qui date de 2006, Le Corbusier, l'idée et la matière, de la Chaux-de-Fonds à Firminy. C'est paru chez Edilivre. Vous le disiez il y a quelques instants, vous avez été accroché par son œuvre, pas forcément par le personnage. Pourquoi ? Alors disons que, historiquement par rapport à mon histoire, moi j'ai découvert vraiment le Corbusier dans l'adolescence, enfin l'enfance, l'adolescence, là aussi malgré tout. Et pour des raisons personnelles, j'ai été amené à traîner un peu du côté de la Maison de la Culture de Firminy, quand j'avais une quinzaine d'années, on va dire. Et j'ai été séduit à ce moment-là pour avoir habité un peu cette Maison de la Culture sur différents projets. Par l'espace et la lumière, mais c'était de manière tout à fait intuitive, tout à fait physique et pas du tout intellectuelle. Je n'avais rien lu sur Le Corbusier, rien lu de Le Corbusier, parce que c'est aussi une écriture pour un jeune adolescent un petit peu absconce. J'imagine. Oui. Et je n'étais pas spécialement, j'avais pas de connaissances particulières en architecture, ni de goût particulier pour ça. Mais j'ai vécu physiquement, je dirais, les espaces et la lumière. Vous avez fait l'expérience de l'architecture, Le Corbusier. Voilà. Ça a commencé comme ça. C'est tout de suite sensible dans votre livre et vous permettez justement au lecteur de découvrir ça. Alors pourquoi le personnage est peut-être moins attirant ou il attire moins ? Alors à l'époque, il est né avant la fin du 19e siècle et il est mort en 1965. Donc qu'est-ce qui faisait que peut-être il était moins attirant entre guillemets en tant qu'homme ? Disons, l'image qu'on en a, en tout cas, parce que moi je ne l'ai pas connu, donc c'est toujours difficile de parler, enfin on parle à travers des images, des reflets, de la littérature, les journalistes, etc. Les témoignages aussi, donc il y a toujours les témoignages, bien sûr. un décalage entre, voilà. Bien sûr. Mais l'image qu'on en a, et notamment à travers ses écrits, il apparaît, en tout cas les écrits d'avant-guerre, d'avant la Seconde Guerre mondiale, il apparaît comme un homme un peu dur, c'est d'ailleurs l'image qu'il donnait de défendre une architecture brutale. Quand il est arrivé à Firminy, Claudius Petit l'a amené avec un peu de douceur pour ne pas déclencher de rejet immédiat. Sur les photos, l'homme sourit peu. Alors, il y a d'autres hommes sourient peu sur les photos, et ça n'indique pas qu'il ne sourit pas par ailleurs. Et son propos est toujours très radical. Et il n'apparaît pas à travers ses écrits comme un homme d'une grande souplesse ou d'une grande non, en l'occurrence, c'est Claudius Petit qui a négocié pour lui. Voilà, tout à fait. Donc c'est un homme assez dur, assez brutal. Il a écrit, alors c'est ce qui fait polémique maintenant, alors que c'est pas tellement nouveau, mais en France on adore les polémiques que je trouve personnellement un petit peu vaines. Il a écrit beaucoup de textes, il a été très ami avec des gens très impliqués dans des mouvements d'extrême droite avant la Seconde Guerre mondiale.
ce qui, a priori, ne m'est pas très sympathique, même si c'est quelque chose qui semble retrouver un certain goût en France actuellement. Il a défini sa manière de définir les espaces dans l'unité d'habitation à partir de son concept du modulor, qui était une idée d'utiliser le corps comme référence pour définir tous les espaces. C'est quand même quelque chose qui est aussi... c'est un corps mathématisé, c'est un corps théorique, enfin c'est pas un corps charnel, c'est pas le corps du plaisir, hein, c'est pas Michel Foucault. Alors, vous commencez le livre en évoquant Léonard de Vinci et en faisant un parallèle. Alors, l'homme de Léonard de Vinci, on le connaît, cet homme qui étend les bras et les jambes et autour duquel, justement, s'inscrit malgré tout une géométrie, mais c'est le corps en chair, alors que celui de Le Corbusier est beaucoup plus géométrique pour le coup, effectivement. Voilà, et c'est donc cette mesure, la taille d'un homme qui serait un peu un homme idéal, et qui devient la proportion de référence pour construire des habitations. C'est une image qui, effectivement, peut... Alors, sa manière de fonctionner également, intellectuellement, semble assez voisine. C'est ce qui fait polémique maintenant de certaines pensées assez totalitaires. Donc ça, il a travaillé pour l'Union soviétique, où il a eu du succès. Enfin, ça n'a pas vraiment fonctionné, d'ailleurs. Hein, ça n'avait pas bien marché. Il a voulu travailler pour tout le monde, en fait. Alors, il y a actuellement une polémique, puisqu'il y a 3 ouvrages qui sont sortis, dont un me semble très intéressant, un autre beaucoup moins. Mais il a voulu travailler comme beaucoup d'artistes. J'allais dire, il a fait preuve d'un certain opportunisme, au moins, et même plus. Mais les 3 ouvrages qui viennent de sortir, dont un notamment l'envisage sous un angle Le Corbusier fasciste, et ça fait effectivement beaucoup de polémiques. C'est peut-être un peu réducteur pour le coup par rapport à son œuvre. Complètement, oui, bien sûr. Ce qui n'enlève rien peut-être de la discussion qu'on peut avoir par rapport à ses idées, toute bien la sûr. Polémique entre ceux qui le prétendent fasciste et puis ceux qui, pour l'instant, prennent sa défense. S'il fallait, moi, je suis assez loin des polémiques, donc c'est pas trop mon truc, mais effectivement, l'accusation est facile. Elle n'est pas complètement fausse. Il a travaillé pour le régime de Vichy, hein. Mais ses défenseurs également qui prétendent que dans son époque, tout le monde l'était, que effectivement la France était pétainiste, c'est aussi très réducteur. Et beaucoup d'artistes qui ont travaillé à Paris sous l'occupation, c'est le cas de Sartre ou de Camus, n'ont pas rédigé des écrits antisémites comme Le Corbusier. Donc l'accusation est réelle, même si personnellement je pense qu'on peut essayer de dépasser ça, mais tant qu'on n'aura pas compris que la France a perdu la guerre, je pense qu'on restera sur des polémiques qui sont finalement un discours de Français sur eux-mêmes. Alors on pourrait aussi parler effectivement de la dissociation entre l'homme, créateur, qui puisse être écrivain ou architecte, et puis l'œuvre, qui parfois ne laisse pas penser qu'il puisse y avoir les idées qui sont développées justement par ce créateur. Tout à fait. Quelles sont les caractéristiques de l'œuvre architecturale de Le Corbusier? Il est dans une famille d'horloger, où il va travailler dans l'horlogerie. Il est en Suisse, et puis il va faire ses études d'architecture. Est-ce qu'on sait pourquoi il a été attiré autant que ça par cette conception de la... Il a d'abord fait des études pour travailler dans l'horlogerie comme son père. Il avait un problème de vue puisqu'il avait un œil qui ne voyait pas du tout, donc ça lui a interdit finalement d'exercer ce métier qui demande une grande précision. Et il s'est orienté, ayant une attirance pour la chose artistique, il était surtout attiré par la peinture. Il a d'ailleurs produit quelques peintures, pas du tout négligeables. Et c'est presque le fruit du hasard s'il a été amené au fil de rencontres, du fait de son incapacité à travailler dans son métier initial, s'il a été amené à suivre des formations pour devenir architecte et travailler dans l'architecture et la décoration. C'était pas a priori son premier dada, si j'ose dire. Et il a été amené finalement à travailler sur des visions, mais très rapidement il a été sur des visions, je dirais, aériennes et très globalisantes et urbanistiques de l'architecture. Il a créé d'abord, Christian Soleil, des villas, des maisons, pour des gens qui avaient de l'argent, bien entendu, tout doucement. Il fallait qu'il se fasse connaître. C'était un de ses soucis pour qu'on puisse, pour avoir des clients, bêtement. Voilà. Et puis aussi, il avait peut-être cette idée qu'il apportait quelque chose de nouveau. Alors il fallait vivre et puis il fallait, j'imagine, manger, si j'ose dire, entre guillemets.
bien qu'il n'avait pas de problème financier très lourd au départ. Mais effectivement, dans l'entre-deux-guerres, principalement, si on résume très rapidement, mais pour avoir une vision globale, il espérait bien travailler à la reconstruction de la France, et d'ailleurs au-delà, après la Première Guerre mondiale. Mais ces grandes idées très théoriques n'ont pas eu beaucoup de succès. Il a essayé de travailler, comme on le disait, pour tout le monde, Staline et les autres, mais ça n'a pas forcément très bien fonctionné. Et donc, pendant la période d'entre-deux-guerres, il a surtout construit des villas, que personnellement je trouve d'ailleurs très belles, et des villas souvent assez classiques, mais dans lesquelles il faisait souvent usage, comme la villa Schwab, notamment à La Chaux-de-Fonds, à la fois du béton, de la brique, avec souvent une vision assez classique, mais une structure plutôt moderniste. Mais quand on voit ses premières villas, elles sont très très classiques. Puis petit à petit, il a fait ce qu'on appelle les villas blanches, enfin des villas dans lesquelles il a pu faire passer ses idées principales, c'est-à-dire des pilotis pour dégager le sol. Il a 5 principes, et notamment ces fameux pilotis que l'on retrouve à Firminy d'ailleurs. Voilà. Pilotis pour dégager le sol, déjà terrasses, avant même les unités d'habitation, je parle bien des villas, des terrasses sur le toit pour justement retrouver la surface du sol. Des façades tout très simples et très sobres, avec beaucoup d'ouvertures, notamment les fenêtres horizontales, qui ont été reprises des milliers de fois dans l'architecture des années 60. Mais qui étaient nouvelles à l'époque, bien sûr. Mais qui étaient nouvelles. Et il a déjà mis en place donc, un certain nombre d'idées qui ont donné des constructions qu'on peut trouver séduisantes, d'ailleurs, face à chacun ses goûts après. Mais il n'a pas réussi à travailler pour vraiment construire ce qu'il espérait, c'est-à-dire ce qui sont devenues les unités d'habitation. Alors, on est obligé de sauter les étapes. Bien sûr, bien sûr. Et les choses vont sûrement arriver, vont arriver après la Seconde Guerre mondiale. Là, il va y avoir vraiment besoin de reconstruction, pas seulement en France d'ailleurs. Et il va finalement, dans les années 50, et pas bien avant, construire ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un quartier, avec tout ce qu'il faut pour les habitants, pour vivre, mais pas seulement avoir un toit au-dessus de sa tête, c'est-à-dire les commerces, envisager éventuellement l'implantation d'entreprises, et avec de grandes nouveautés, comme ces fameuses rues qui sont à l'intérieur de ce qu'il appelle unité d'habitation et que nous, on appellerait, vu de l'extérieur, d'immeuble. Voilà. En fait. Son idée, finalement, était... alors, il a travaillé sur le régime de Vichy, d'ailleurs. Puis après la guerre, il a réussi à se faufiler grâce à son amitié avec Malraux et celle avec Claudius Petit. Il a réussi à échapper à l'épuration et à devenir, grâce à Malraux, l'architecte national gaulliste. C'est à partir de là qu'il a pu vraiment travailler à la reconstruction. Et toutes les idées qu'il avait brassées de manière très théorique bien avant la Seconde Guerre mondiale, il a réussi à les mettre en œuvre. Donc l'unité d'habitation, avec cette idée d'une dimension verticale, pour dégager dans les villes on manquait de logements. C'est sûr. Voilà. Alors, effectivement, on peut reprocher à Le Corbusier, c'est ce que reprochent bien sûr ses détracteurs, la standardisation totale. Mais c'est ce qu'on lui demandait. Mais c'est vrai que les bidonvilles étaient personnalisés, mais enfin, c'était peut-être pas souhaitable. Donc, il faut aussi replacer les choses dans leur contexte, dans le contexte de l'époque. Il y avait un vrai besoin. Voilà. Et son idée, c'était de dégager, de rapprocher les hommes de la nature. Et de dégager de l'espace pour qu'il puisse y avoir beaucoup de verdure, on le voit dans le site Le Corbusier en principe, et d'avoir des unités verticales avec les rues aux différents étages, avec des écoles. Les enfants ne risquaient rien, puisqu'ils étaient à l'intérieur de l'habitation finalement. Une grande sécurité, une sorte de monde idéal, alors évidemment qui était un peu de la théorie plaquée, qu'on peut trouver effectivement proche d'un certain totalitarisme, comme je disais tout à l'heure. Mais en même temps, ça fonctionne encore assez bien. Je dis, c'était pas un homme du détail, donc il y avait souvent des problèmes techniques. C'était plutôt un homme d'idées, et il avait plus de soucis avec la matière. Oui, parce qu'en fait, après, une fois qu'il fallait les mettre en œuvre, ces idées, eh bien, parfois, le coup arrivait et personne ne pouvait suivre, à part... en Inde, apparemment, à Chandigarh, il y a eu un vrai projet avec de l'argent qui était là, mais il y a eu beaucoup d'endroits où ça n'a pas été possible, notamment à Firminy, et où on a fait certaines choses à minima. Bien sûr, alors il s'en est beaucoup plaint, d'ailleurs dans les correspondances entre Claudius Petit et Le Corbusier sur lesquelles j'ai travaillé, il se plaint en permanence que les choses de ne pas être payées notamment. Alors ça traînait en longueur. Claudius Petit faisait apparemment ce qu'il voulait puisqu'il était très amoureux entre guillemets de Le Corbusier et très, très admirateur, très admiratif. Et Le Corbusier se plaignait tout le temps que ça n'allait pas assez vite. Et il y avait évidemment des contraintes budgétaires très importantes. On voit par là que
notre époque n'a rien inventé. Du coup, il a dû simplifier beaucoup le projet, travailler avec des matériaux de moins bonne qualité, que par exemple à Marseille, il avait pu faire vraiment ce qu'il voulait. Ouais, parce que là, du coup, il y a des problèmes, par exemple, phoniques, qui n'existent pas à Marseille. Qui n'existent pas à Marseille, donc, qui sont dus essentiellement à des problèmes de matériaux de mauvaise qualité. Et de limite, il a dû simplifier son projet pour en limiter le coût. Alors, le temps passe très vite. Ce qui est aussi tout à fait original, c'est le fait qu'il ait commencé une église en lien avec la paroisse de Firminy, et que cette église, finalement, il ne la verra jamais terminée, et qu'elle va, pendant 30 ans, plus de 30 ans, être abandonnée, commencée en 70, puis en 74, les travaux s'arrêtent. À la fois par problème d'argent, puis parce que finalement, elle ne plaît pas tant que ça. Ben oui, bien sûr. Et il a vu en fait, lui, seulement la Maison de la Culture à Firminy. Et il a pu finir les projets assez détaillés, le projet assez détaillé du stade. Tout le reste, il l'avait laissé dans un état, je dirais, de projet... de dessin. De dessin, pas tout à fait abouti. D'ailleurs, les architectes qui ont travaillé sur la réalisation que j'avais rencontrée à l'époque ont eu un petit peu du mal pour un certain nombre de détails. Parce qu'elle est tout à fait originale, cette église, aujourd'hui terminée. Alors on aime, on n'aime pas, mais en tout cas l'intérieur parle à ceux qui veulent se laisser emporter par la méditation. Et alors ce qu'il y a de très intéressant, c'est ce que vous dites, il a visité, alors il était jeune, c'est dans les années début du XXe, un monastère. Et on a presque l'impression que tout part de là, ces cellules de moines et cette organisation de vie qui permet justement de tout avoir sous la main. C'est quand même la sobriété par définition. C'était presque un ascète, et je dirais que alors que son idéal, notamment politique, est pas très sympathique, en tout cas mais pas très sympathique à moi au départ, son mariage avec son épouse, qui était une femme très humaniste, apparemment a contribué à beaucoup l'adoucir. Il n'en est pas moins resté une sorte d'ascète. Et finalement, le Corbusier de la fin me paraît beaucoup plus sympathique. Celui qui finit par vivre et mourir pratiquement dans son cabanon. Oui, 4 mètres par 2. C'est une sorte de mobil-home, si j'ose dire. Très très simple. C'est une simplicité qui m'est personnellement beaucoup plus sympathique que la simplicité imposée à tout le monde de manière standardisée, évidemment. Mais il y a toujours cette notion de proximité de la nature que moi j'ai retrouvé beaucoup dans l'architecture japonaise que je fréquente beaucoup depuis longtemps maintenant, avec cette dimension à la fois intérieure et extérieure. Il y a toujours un lien avec l'extérieur. Et c'est très étonnant d'ailleurs que le Corbusier, qui lui se définissait comme athée, est, à mon sens, ce qu'il a le plus réussi, en tout cas ce que je trouve le plus touchant, ce sont ces églises et ces monastères. Il en a fait plusieurs. Et pour les dominicains à Éveux en particulier, notamment la Tourette, etc. Et il y a vraiment à l'intérieur, notamment, l'extérieur peut plaire ou déplaire, notamment à Firminy, c'est peut-être pas d'une grande légèreté, mais en tout cas, l'intérieur, il a réussi à créer une présence. Donc pour quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu, je veux dire, il a réussi à l'inventer d'une certaine manière. En quelques mots, Christian Soleil, on est au terme de l'émission. Je parlais de Virginia Woolf et de ce que vous aviez aimé. On a entendu au niveau des idées, effectivement, contestables de Le Corbusier. Mais dans l'homme, qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce qui fait écho en vous? Je pense qu'il y avait néanmoins, quel que soit l'excès de standardisation qu'il a cherché à imposer, il y avait une vraie générosité. C'est-à-dire que son but était... vous allez me dire, on peut dire la même chose de beaucoup de dictateurs, mais son but était de créer des espaces dans lesquels on puisse vivre confortablement à une époque où les espaces dans lesquels vivait la population la plus pauvre étaient quand même assez déplorables. Et donc il y avait une volonté, une certaine générosité, même si elle était... sa manière de construire des logements avec générosité restait quand même très théorique. Voilà. L'application de la théorie dans la matière n'est pas toujours simple. Il faut que ce soit avec eux. Et voilà, ça manquait peut-être au départ, en tout cas, un petit peu de ça. Christian Soleil, merci beaucoup pour cette présentation de Corbusier, dont on fête donc les 50 ans de la disparition. Beaucoup d'événements dont on reparlera bien sûr sur l'antenne. Le Corbusier, l'idée et la matière, de la Chaux-de-Fonds à Firminy, paru chez Edilivre. À bientôt pour un prochain livre. À bientôt, merci beaucoup.